présentation, toujours dans le module 4, construction et bâtiment, architecture climatique, réglementation, bâtiment neuf, rénovation. Et là, je fais un titre sur les principes architecturaux d'une construction adaptée au changement climatique en milieu tropical. Et là, je resterai toujours dans l'analyse de la typologie de l'habitat. Et dans cette analyse-là, je montre un peu tout ce qui est un avantage comparatif de la typologie. Je ne verse pas tout le temps dans la critique de ce qui n'est pas bon. C'est de démontrer que si on fouille bien, la typologie de l'habitat, que ce soit en Afrique ou ailleurs, partout dans le monde, il y a eu des embryons de bonnes solutions. Je pense que l'innovation part d'abord d'une bonne analyse de l'existant. L'innovation, comme je l'ai appelé hier, une solution nouvelle qui apporte de la valeur. C'est-à-dire, il est compétitif. Sinon, on ne le prend pas. Et donc, partir toujours de l'existant. Et dans l'existant, il y a les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Amplifier les mauvaises pratiques du succès qu'on a fait des bons, pendant qu'il existe réellement des solutions. Je pense que là, c'est là où j'ai essayé d'insister. Mais évidemment, après, il y a des perspectives de la recherche d'expérimentation. Malheureusement, dans nos pays, la notion d'expérimentation n'est pas admissible. Et malheureusement, c'est là où on a un grand retard parce qu'on n'essaie rien du tout. On est des simples consommateurs. Évidemment, quand on n'est que des simples consommateurs et on n'a pas d'argent, oui, bien, nos pays sont très dans de grandes difficultés parce qu'ils n'expérimentent pas. Et quand vous n'expérimentez pas, vous êtes un simple consommateur, pas de valeur ajoutée et ça coûte très cher. Voilà un peu nos situations. Donc, je parle, disons, des avantages comparatifs en matière d'urbanisme, architecture et construction, de la typologie de l'habitat et face au changement climatique. Et dans l'approche systémique qu'on a définie dès le départ, on cherche la synergie entre adaptation et atténuation. Vous voyez bien que souvent les bailleurs de fonds sont spécialisés dans certains domaines. Et quand ils arrivent chez nous, ils nous disent on vous finance soit l'adaptation, soit on vous finance l'atténuation. Mais nous, on n'a pas le choix de les coupler sur le plan stratégique. Parce que ces deux notions-là, c'est les notions qui sont en interaction. Dans ces conditions, on doit avoir certaines positions pour ne pas nous disperser. Parce que je vois dans les négociations internationales, l'Afrique dit oui, nous on s'occupe de l'adaptation parce que c'est vous qui avez créé le changement climatique. Donc donnez-nous l'argent pour nous adapter. Voilà un peu la majorité des positions des pays africains dans les négociations internationales. Donnez-nous l'argent, le changement climatique, on n'est pas fautif, c'est vous, donc, non. Ou bien quand on fait l'atténuation aussi, donnez-nous de l'argent parce que sinon nous on va faire du charbon comme la Chine, on va se développer. Vous voyez, c'est des raccourcis là, qui me semblent trop faciles. Et si maintenant on les articule ces deux notions-là, là on devient responsable. Et là on est dans la voie de s'assumer et de jouer le jeu et négocier. Bon, la conclusion est vite lancée, mais là c'est vraiment des thématiques intégrées d'expérimentation. Là il faut qu'on se lance dans la recherche. Et qu'on construise un bâtiment, 4-5 bâtiments pour expérimenter. Et non, on passe notre temps à, soit on achète, ou quand on vend tout fait et on ne discute pas. Alors, de quoi s'agit-il? Souvent dans les habitats planifiés comme nos pays, au Sénégal, vous avez les HLM, la SICAP, il faut les planifier. Mais une fois livrés, mais les gens cassent les maisons pour les modifier. Donc, ça veut dire quoi? Que l'habitat que nous faisons souvent n'est pas adapté aux gens. Et ces habitats ne sont pas stabilisés en termes d'évolution. Vous voyez quelqu'un qui achète une villa, il casse tout, et il recommence. Mais ça, c'est du gaspillage sur le plan macroéconomique. C'est rarement, vous voyez en Occident, quelqu'un qui achète ses pavillons, et après, 2 jours après, même une semaine après, il casse tout, modifie. Mais dans nos pays, c'est courant. Ça aussi, c'est des questions quand même sur lesquelles il faut trouver. Donc, on puisse accepter d'expérimenter. Expérimenter, ça veut dire, on fait quelques prototypes, on les habite, on regarde 1, 2, 3 ans, comment ça marche, et puis c'est stabilisé, tout le monde dit que c'est bon, mais c'est bon à ce moment-là, etc. Voilà un peu ce que je lance comme idée. Après, vous avez toujours la bibliographie. Donc, il est bon de lire et de se documenter. Alors, les avantages comparatifs, bon, ça c'est l'existant, j'avais déjà montré ça. Alors, si aujourd'hui on est en train de rénover le building administratif au Sénégal, c'est le chef du gouvernement, on nous a lancé que ce projet sera écolo.
Mais moi, je n'ai pas les plans pour en discuter. Mais comme bâtiment moderne, qu'est-ce que, dans la morphologie des bâtiments, vous avez des barres, des tours, etc. Ces 3 types de bâtiments, dans un même pays, dans un rayon de 1 km, est-ce que nous pouvons en déduire que ces 4 bâtiments répondent à la nouvelle réglementation? Non, pas du tout. Ils ne répondent pas à une réglementation. Évidemment, sur le plan technique, il n'y a pas de réglementation qui leur imposait certains principes. Mais le jour que la réglementation sera en place, un bâtiment neuf, même si ce serait différent, on verra qu'ils répondent à des mêmes exigences. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on recherche en montrant ça? Malgré qu'on peut critiquer, mais est-ce qu'ils ont un potentiel? Par exemple, ici, d'avoir la synergie entre la protection solaire et le captage de l'énergie solaire intégrée. Y a-t-il un potentiel ici? Si on regarde bien, on peut savoir que celui-là avec ce vitrage, est-ce que le vitrage peut recevoir des panneaux solaires? C'est un questionnement. C'est pour dire que, malgré la critique, ont-ils des possibilités d'intégrer justement les panneaux solaires, tout en se protégeant avec le solaire? Hier, quelqu'un disait, oui, si on veut installer des choses, on va dépenser beaucoup plus sur le réseau électrique que, etc. Là, voilà un questionnement pour montrer, y a-t-il un potentiel d'intégration des panneaux solaires, mais tout en faisant la synergie entre protection et captage. Bon, je reviens sur des images, là aussi, protection solaire, ici c'est le pôle de la banque, on a une bonne lumière naturelle, mais il y a pas mal de chaleur. Et là, ils ont mis, comme j'avais dit hier, un film pour réfléchir la lumière pour ne pas... Bon, là aussi, y a-t-il un potentiel de captage d'énergie solaire, etc. Donc là, je reviens sur la typologie pour nous évaluons les possibilités de rénovation pour intégrer certains principes. Là aussi, est-ce que les prises soleil qui sont là, là c'est fixe, là c'est orientable, est-ce qu'il y a un potentiel? Là, c'est un questionnement et qui peut nous lancer dans des voies d'innovation, parce que là, je suis dans la dynamique d'innovation. Est-ce que les problématiques de la transition nous permettent d'insérer dans la typologie des éléments d'accompagnement qui renforcent leur avantage comparatif pour qu'ils soient conformes aux exigences de l'eau? Donc ça, c'est vraiment dans le bâtiment existant, donc en termes de rénovation. C'est pareil. Est-ce que cette façade-là peut recevoir des panneaux solaires? Bon, là aussi, on a vraiment des prises solaires, mais nous avons des éléments inclinés. Est-ce que sur les éléments inclinés, ça peut recevoir des panneaux solaires? Voilà. Donc voilà le questionnement pour dire que la typologie existe, mais quel est le potentiel qu'ils ont d'intégrer de nouvelles technologies qui leur permettent de donner de l'énergie et de protéger le bâtiment. Ça, c'était les bâtiments que j'ai montrés, c'est les bâtiments modernes. Mais là, je reste dans la typologie de l'habitat traditionnel, en disant, tel que c'est, par exemple, ici, c'est un matériau végétal qu'on appelle au Sénégal le tifa, une plante aquatique invasive qui est en train d'envahir la vallée du Sénégal. Et là, nous avons un programme de transformer cet élément végétal en matériau isolant, et même en l'intégrant pour réaliser des briques de construction. Un des partenaires de ce projet secrétaire, et dont M. Angers Romain est des experts, donc le Sénégal, à travers une plante invasive où on dépensait des milliards pour l'éradiquer, c'est-à-dire on achetait des machines qui rentrent dans le fleuve, qui les coupaient, qui les jetaient. Mais aujourd'hui, on a un programme financé par le Fonds mondial de l'environnement pour faire de cette plante-là un isolant thermique. Et même à l'image de ce qui se fait en France, en Europe, comme le chanvre, les bétons de chanvre. Donc c'est un projet pour 4 ans. Et comme je disais, nous avons des partenaires qui travaillent dessus pour en faire un isolant. Donc, c'est dire que c'est l'évaluation de la typologie et de voir tout ce qui est possible de valoriser pour que ça devienne des innovations, c'est-à-dire des matériaux modernes qui peuvent s'insérer dans l'habitat. Comme vous le savez, quand c'est du béton, etc., ça emmagasine la chaleur. Ce sera l'exposé de notre collègue Mohamed pour la thermique du bâtiment, pour qu'on ait une bonne conscience des caractéristiques thermophysiques des matériaux, pour quand on les prescrit, ça puisse répondre à les exigences. Donc là, en termes de matériaux, il y a le TIFA, mais en termes d'organisation spatiale, comme je disais, la cour doit être retrouvée pour justement permettre au bâtiment d'avoir l'orientation qu'il faut par rapport au flux de lumière, de chaleur, de vent, etc.
Là aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Synergie de la typologie, la implantation périphérique des bâtiments, c'est-à-dire qu'on est centré, comme l'habitat traditionnel, populaire, centralité de la cour. Je vous disais que dans le site urbain, la cour a disparu. C'est des petits bouts de jardin. Et ça augmente la compacité et ça consomme l'énergie. Donc je ne reviens pas sur ça. Maintenant, c'est de dire, puisque c'est des avantages comparatifs, maintenant il faut retenir que la cour doit être retrouvée pour que les bâtiments puissent, autour de la cour, puissent avoir l'orientation optimale. Mais dans la parcelle classique de 10 sur 15, je suis désolé, on ne peut rien faire. Là aussi, c'est l'habitat populaire irrégulier, etc. En comparaison, tout cet habitat populaire ont gardé des principes de base de la centralité de la cour. Et pourtant, dans la dynamique de modernisation, on était censé, j'allais dire, les éradiquer. Parce qu'on avait pensé que le modernisme, c'est un aboutissement. Totalement faux. Aujourd'hui, on se rend compte que, même si les gens n'ont pas les moyens, mais les principes de base d'un confort dans l'habitat, ils les ont gardés. Regardez l'arbre qui est dans la cour là. Et cet arbre-là qui est au milieu, c'est là où les gens se rafraîchissent dans la journée. Alors, dans l'habitat moderne planifié en ville, vous avez un petit jardin avec un bout de gazon. Je ne sais pas ces gazons-là, à quoi ça sert. Vraiment, voilà, des images de londoniens de gazon à Dakar qui n'ont aucun intérêt. À part, je ne sais pas quel intérêt. On va l'arroser, ça prend de l'eau, etc. Ça ne sert à rien du tout. Or, cet arbre qui est là dans la cour vous donne de la fraîcheur en bas et de la fraîcheur au-dessus des bâtiments. Il protège même le bâtiment. Dans ces bâtiments, si vous faites les mesures, c'est une belle fraîcheur parce que l'arbre qui est là devient un champignon. D'accord? Donc, voilà un peu des principes de base dans l'habitat populaire qui étaient censés être éradiqués et qui montrent aujourd'hui qu'il a des valeurs intrinsèques par rapport à ce qui nous préoccupe. Donc, le bidonville, c'est le bâtiment qui est bidonville. Mais l'aménagement de l'espace, ce n'est pas du bidonville. Donc, on a privilégié le matériau de construction, vite fait, bien fait, récupéré. Mais ce matériau en soi, c'est le bâtiment, mais ça n'aide pas le problème du confort dans la vie. Là aussi, l'habitat moderne a quand même ses avantages à travers ce matériau. Espace tampon en façade, balcon, loggia, etc. Mais ça, l'habitat moderne avec le béton armé peut avoir des porte-à-faux et des terrasses. Vous voyez bien, il n'y a pas une critique d'office sur l'habitat moderne, non. La question, c'est chaque type d'habitat a un avantage comparatif. Pour faire des balcons et des grandes portées, c'est le béton armé, ça. L'habitat colonial n'a pas de balcon en grande portée, ni l'habitat traditionnel. C'est l'habitat moderne qui a ça. Donc regardez ici, vous avez des logias, vous avez tout ça, mais là, il y a de l'ombre ici, et les gens sont dans de bonnes conditions ici. Vous voyez, donc ce n'est pas une critique gratuite sur l'habitat moderne. L'habitat moderne a un potentiel qu'il faut valoriser. On a mis ici, espace en sous-sol, semi-enterré, donc avec l'habitat moderne, vous êtes capable d'avoir d'exploiter le sous-sol. Bon, le sous-sol, ce n'est pas dans notre tradition architecturale, mais c'est à envisager parce que quand vous êtes dans le sous-sol, vous exposez moins les murs de rayonnement solaire et là, vous avez comme de la fraîcheur. Je ne vais pas aller jusqu'au puits canadien, mais c'est presque un puits de fraîcheur qu'on est capable de pomper et de rafraîchir la maison. D'accord? Donc, l'habitat moderne aussi présente ses avantages, etc. Bon, je ne vous dirai pas qui est l'architecte de ça, hein, mais si vous pouvez le deviner, ça, je vous laisse le soin de le deviner. C'est bien de critiquer les gens, mais de temps en temps, il faut que je vous dise si je suis l'architecte de ces bâtiments. Maintenant, si c'est mal fait, bon, ne me le dites pas. Ici, c'est l'habitat traditionnel. Alors, la comparaison que je fais de l'habitat traditionnel et de l'habitat moderne planifié, c'est parce que l'habitat traditionnel a une double facture. Ici, c'est ce qu'on appelle la case impluvium en Casamance, au sud du Sénégal, donc un climat chaud et humide. C'est en banco, c'est en terre. Le toit, c'est en paille, en chaume. Et là, vous voyez bien qu'il y a le puits de lumière, récupération de l'eau dans le patio. Les murs, c'est en terre, mais la toiture, c'est végétal. Avec une galerie extérieure, entièrement protégée. Alors, je ne sais pas quelle leçon d'architecture on va leur donner. Et c'est ces questions-là, aujourd'hui, qui nous interpellent. Donc, les solutions sont trouvées. Et dans l'habitat moderne, les gens qui ont eu des toitures en tôle amiante ciment, mais il faut une double toiture avec 60 cm et la ventilation passe et il gagne 2 degrés dans cette maison-là. Donc une fraîcheur gagnée là. D'accord? Et ça, c'est dans l'habitat planifié. Donc c'est l'initiative de l'occupant qui a pu faire ce travail-là.
Donc, le principe traditionnel et moderne ici se rejoint plus. Et pourtant, ce n'est pas la même forme de plan. Ici, c'est circulaire, ici, c'est rectangulaire, mais un principe partagé à travers l'espace et le temps. Ici, c'est au sud du Sénégal, sur une ville, ici, c'est la capitale Dakar, etc. Donc, dans l'avantage comparatif, comme je disais, de la typologie, vous avez synergie des bonnes pratiques. Donc, ce sont ces bonnes pratiques-là sur lesquelles il faut travailler. Les améliorer, mais il existe des bonnes pratiques. Et pourtant, ça, c'est des initiatives de personnes. Double toiture de la case impluvium, qui est là. Double toiture de la villa en tôle. Hein, c'est une tôle métallique. Ça chauffe, mais ça fait circuler l'air, etc. Donc, tout ce qui doit suivre doit permettre d'analyser ça. Moi, j'ai une approche qualitative, mais l'approche quantitative, c'est de les mesurer. Et si nous devons faire une réglementation thermique, c'est de partir des pratiques des gens, valider le confort des gens, et après faire une réglementation. Mais une réglementation dans l'air comme ça, il faut faire ceci, cela, pendant qu'on ignore totalement la pratique des gens, ça n'a aucun intérêt. Parce que l'occupant, c'est lui, en dernier ressort, qui va ressentir le confort. Balancer des grands principes qui ne correspondent pas du tout à la pratique des gens, c'est ça, malheureusement, dans nos pays, on fait du copier-coller, hein, je ne sais où, avec une ignorance totale de la pratique des gens de l'espace. Et donc, ça ne, vous aurez beau réglementer, mais ça ne marche pas. Alors, l'habitat colonial, quels sont ses avantages? Des grandes épaisseurs de murs. Vous pouvez retrouver dans l'habitat colonial des épaisseurs de murs de 60 ou 70 cm. Énorme. Et si vous faites la mesure, vous voyez bien que dans la journée, ça ne bouge pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dents de scie, quoi. La température est presque stable. Je laisse nos collègues pour définir tous les principes thermophysiques de ça. Et là, les hauteurs sous plafond, vous en avez 6 mètres de hauteur sous plafond. Les portes, 4 mètres de hauteur de porte. Et de la lumière qui rentre à l'intérieur, tout de même. Et depuis lors, on est arrivé à ces genres d'autres sous plafond, 3 mètres. Alors, le volume d'air qu'on a, ça compte aussi. Quand vous baignez dans un volume d'air, mais votre corps réagit. La surface de votre corps réagit avec le volume d'air. Donc, si vous devez dégager de l'humidité ou de la chaleur, mais ce grand volume d'air-là, vous êtes beaucoup mieux qu'un tout petit volume d'air, ça se comprend quand même. C'est comme vous, ce matin, vous prenez votre douche, on vous donne juste un verre d'eau pour vous laver. Alors, je suis désolé. Je ne suis pas sûr que vous allez vous en sortir, même pour faire les ablutions. Pour les musulmans, un verre d'eau n'est pas suffisant. Donc, cette quantité d'eau et cette quantité d'air a de l'influence par rapport à notre population, notre activité, pour donner au bout du compte un résultat. Donc, de grandes hauteurs sous plafond. Donc, épaisseur de mur, hauteur sous plafond. Néanmoins, grand problème au niveau du comble ici. Là. Je dis le comble, c'est là où la partie en Europe, parce que ce bâtiment est un bâtiment européen, de la colonisation, c'est l'intérieur des villes aujourd'hui, mais c'est dans le patrimoine du Sénégal. C'est dans l'histoire du Sénégal. Donc, c'est le bâtiment du Sénégal. Alors, si par hasard vous montez dans ce comble-là, vous verrez qu'ils ont aménagé des bureaux. Alors, quand il fait chaud, il fait très chaud à l'intérieur, et quand il fait froid, la même chose, parce qu'il n'y a pas d'isolant thermique. Alors, le malheur ici, d'ailleurs c'est le cas, c'est l'exemple type que je donne tout le temps, puisqu'il ne peut pas mettre les climatiseurs de fenêtre sur le toit, parce qu'il n'y a pas de possibilité de toute façon. Même si il voulait le faire, c'est interdit parce que c'est modulement classé. À l'intérieur de ce bâtiment, dans le comble, il y a un couloir. Et les climatiseurs donnent la chaleur dans le couloir. Il y en a presque une dizaine là-bas. Il fait plus chaud dans ce couloir qu'à l'extérieur. Ce qui fait que les gens qui sont dans les bureaux, ils climatisent à outrance. Mais dès qu'ils sont dans le couloir, c'est la fournaise. Et là, c'est le cercle vicieux. Plus qu'ils climatisent la pièce, plus que la chaleur sont dans le couloir, mais la température monte jusqu'à 35 degrés dans le couloir. Pour dire donc que climatiser, ce n'est pas la solution. Maintenant, il faut rénover ce bâtiment-là. Et dans le cadre du projet PNUD sur lequel nous travaillons, on l'a ciblé comme bâtiment à rénover. Et nous allons justement tester le nouveau matériau isolant thermique qu'on va faire avec nos collègues Crater et nos collègues Naporo Keito. Nous allons voir les possibilités d'isolation thermique de ce comble-là, tout en cherchant des solutions aussi de ventilation. L'autre élément aussi, c'est qu'au-dessus, pour les questions d'étanchéité,
ils ont mis des feux de bitume là, noirs. Et là aussi, c'est le comble. Parce que là, c'est le capteur solaire, effectivement, qui augmente la chaleur. Donc, vraiment ici, vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire. À partir de l'électricité de l'étage, tout ça, c'est à faire. Au niveau du compte, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est des cas pratiques sur lesquels nous devons travailler. Malgré qu'on a des avantages au niveau des murs, autour sous plafond, mais au niveau de la toiture, ça, c'est la catastrophe et ça mérite réflexion. Bon, là, c'est les villas. Qu'est-ce qui est retenu ici? La ventilation naturelle et l'éclairage naturel transversal. Donc, l'ensemble de ces pièces de cette villa bénéficient d'une ventilation transversale, systématique. Quelle qu'en soit la pièce, l'air peut circuler avec un patio à l'intérieur. Les murs de clôture aussi, comme vous le voyez là-bas, c'est des murs de clôture filtrants, c'est-à-dire que l'air peut circuler à travers la cité. Et contrairement à la mode à Dakar, par ailleurs, dans les villes africaines, des murs qui montent jusqu'à 5 mètres de hauteur, dans lesquels le vent passe au-dessus. Et ça, je l'ai vérifié ce matin, ça se généralise un peu partout dans les villes africaines. Donc, le mur filtrant permet de faire circuler l'air dans la cité. Donc, la limite juridique de la personne, juridique, abstraite, mais la limite physique doit permettre quand même que l'air de circuler dans la cité et de faire en sorte qu'on ventile. L'autre élément aussi, c'est végétalisé aussi. Et autre élément, bon, la piscine, bon, c'est du luxe quand même quand on parle de piscine. Mais la piscine, quand même, a un autre avantage. Par évaporation, vous avez un microclimat. Donc, disons un plan d'eau. Un plan d'eau, c'est comme la canarie de nos grammaires en argile, qui rafraîchit, mais là aussi, si possible, un plan d'eau peut aider aussi à avoir un microclimat. Donc, c'est des choses à valoriser dans nos maisons. Bon, là, on revient sur le détail du mur filtrant. Et de l'intérieur, hein, vous avez de la lumière. Donc, il y a le rayonnement solaire est brisé, vous avez la luminosité, la pluie ne rentre pas, l'indiscrétion, parce que aussi, il y a la sécurité, mais l'indiscrétion, aujourd'hui les gens sont un peu individualistes. Ne faudrait-il pas qu'on regarde chez eux, autant avoir un mur filtrant, on ne voit pas à travers, mais quand même l'air circule. Donc, c'est ça un peu ce qu'il fallait résoudre, l'intimité des gens, mais tout de même que l'élément commun qui est l'air de circuler, que ça puisse passer à travers la cité pour pouvoir ventiler, éclairer, etc. Donc, vous voyez bien que ça suppose quand même un peu de réflexion, d'innovation pour cela. Bon, là, c'est la valorisation des matériaux locaux. Alors, pour le climat chaud et sec, au Sénégal, au nord du Sénégal, vous avez la terre qui domine et les murs qui dominent, donc ça c'est chaud et sec, peu d'ouverture. Mais quand vous allez au sud du Sénégal, c'est la toiture qui domine. Mais voyez, si vous comparez les deux là, au nord, le mur domine, c'est en terre. Au sud, la toiture domine et c'est en paille. Et au milieu du Sénégal, c'est presque une proportion qui change. Toiture égale mur. Alors dites-moi, quelle est la réglementation qui a imposé aux populations de faire ceci au nord, ça au sud et ça au milieu du Sénégal? Donc ça veut dire quoi? Les proportions changent au niveau du bâtiment et le comportement typique des bâtiments change et les matériaux changent et le système de construction change. Vous voyez bien qu'on a beaucoup à apprendre des traditions. Et pourtant, ça, on était censé dire qu'il y a une normalisation là-bas, une réglementation qui impose. Donc, les populations qui ne se connaissent même pas, là, vous avez les Toucouleurs là-bas, vous avez les Diola au sud, vous avez ici les Mandeks, c'est des ethnies totalement différentes. Mais chacun a l'intelligence de savoir que cette manière de construire et le matériau local est valorisé. Et pourtant, c'est une diversité architecturale. Vous voyez bien, donc, une réflexion, une expérience de longues années ont présidé à ça. Alors, quelles sont les leçons à tirer là-dessus? Mais c'est de dire, quand je construis au sud, il faut que le toit domine, soit l'élément dominant du bâtiment en proportion. Mais regardez les bâtiments modernes, non. Le bâtiment moderne, c'est le mur qui domine tout le temps. Etc. Donc, nous avons réellement des leçons à prendre par rapport aux traditions quand ils valorisent la terre, la pierre et la paille. Donc, ça veut dire que la tradition, ça veut bien utiliser un matériau à travers un système constructif. Donc, pas de fuite en avant. Cette fois-ci, il faut freiner la vitesse et pour regarder un peu les traditions, comment ils ont travaillé et les adapter au contexte d'aujourd'hui. Alors, le colonial, j'y reviens.
Le colonial a utilisé le basalte, qui est une roche volcanique qui est au Sénégal. Là, ils ont fait un bâtiment à 3 étages. Ils ont utilisé ici la terre cuite, mixée avec du calcaire ici, qui existe bien dans la zone. Ici, c'est des bâtiments en latérite. Là, bon, là, c'est un peu d'importation de l'époque coloniale. C'est des tuiles de Marseille ou de je ne sais où en France. Et avec des murs en panneaux de bois. On appelle des baraques. Et le colonial aussi a fait l'effort, même s'il a importé un modèle des éléments de toiture, et d'utiliser le matériau local. Latérite, calcaire, terre cuite et basalte. Alors, des leçons encore à tirer sur le colonial. Vous voyez bien, on a beaucoup à apprendre quand même. Alors, végétaliser. Oui, on plante quand même. Hein. L'hôtel de ville a son jardin, l'immeuble rose a son jardin, etc. Donc, ça aussi, ça existe, c'est des pratiques. Il ne faut pas me mettre végétalisation, moi je n'ai aucun exemple en Afrique, ça existe bel et bien. À Dakar, vous aurez même à Dakar ce que j'appelle des tunnels de verdure. Il y a des rues à Dakar, si vous y êtes, vous n'avez pas de soleil. C'est totalement embrasé, les arbres font des arches. Ça existe bel et bien, il faut les montrer et qu'en matière d'urbanisme, qu'on puisse mettre le doigt dessus et les généraliser. Donc, les bonnes pratiques ne manquent pas en Afrique. Il faut les identifier et les généraliser. La seule chose qui manque, c'est la mesure. Mesurer, avoir des référentiels et les normaliser. Et quand on normalise, malheureusement, on ne normalise pas beaucoup, on réglemente. C'est l'État qui réglemente, la normalisation, c'est les acteurs qui normalisent. Malheureusement, on n'a pas cette culture démocratique de nous mettre d'accord sur quelque chose. Chacun veut imposer son point de vue. Or, quand on est normalisateur, c'est des consensus sur les choses à faire. Donc, les acteurs que nous sommes, nous devons avoir la culture de normalisation. Nous mettre d'accord de ce qu'il faut faire. Et sur la base de ce qu'il faut faire, après nous pouvons, l'État, par ses responsabilités régaliennes, les réglementer et imposer. Mais il réglemente et après il normalise. Non, il faut normaliser, impliquer les acteurs, se mettre d'accord et l'imposer par réglementation. Là aussi, il y a pas mal d'efforts. Hein. Ici, ils sont en train de végétaliser le bâtiment. Vous voyez bien, on ne voit plus le mur ici. Hein. Et là, c'est à Dakar, en plein centre-ville de Dakar. Hein. Là, c'est totalement végétalisé. Vous voyez bien. Ici, cet immeuble-là, les balcons ont été totalement structurés, tel qu'il y a aucun vitrage qui est exposé au soleil. Et là, nous sommes avec le béton armé. Et c'est des balcons en béton armé. Là aussi, c'est totalement différent des immeubles que vous avez vus en verre. Alors, je dis encore une fois, et je le répète, les bonnes pratiques existent, il faut les repérer, les normaliser et asseoir la réglementation dessus. Ici, toiture végétalisée, c'est un hôtel qui est à l'aéroport, entièrement réalisé, entièrement stabilisé. Ici, c'est les balcons qui sont ici, qui protègent les vitrages. Donc, l'habitat moderne aussi peut supporter l'ensemble de ces paramètres-là, et encore une fois, ceci existe bel et bien sur le terrain, il faut les identifier, les normaliser et asseoir les réglementations. Alors, le tunnel de verdure dont je parlais, à Dakar, vous voyez bien qu'il y a des privés qui prennent l'initiative de végétaliser le trottoir. Ce n'est pas le privé que je vois là, avec un mur de clôture, qui se défend de je ne sais quoi, avec son mur de 5 mètres de hauteur. Ici, c'est un privé, une clôture filtrante, tout ça, une allée, etc. C'est le privé qui investit à l'extérieur de l'espace public pour le valoriser. Là aussi, c'est le privé qui a fait ça. Et là, c'est les tunnels de verdure dont je parlais à Dakar, des grands arbres qui permettent d'avoir vraiment une chaussée totalement ombragée et que la chaussée qui est donc avec du bitume noir qui absorbe la chaleur, cette fois-ci, il est rafraîchissant. Alors, faites un tour dans cette rue, vous verrez, il y a tellement de monde, les gens ont tellement compris ça que les gens préfèrent circuler dans ces tunnels de verdure-là. Vous voyez bien? Donc, identifions les bonnes pratiques et les valoriser. Évidemment, identifions aussi les mauvaises pratiques pour le combattre. Vous voyez bien, il y a des immeubles tout ça fait sympa, mais c'est tout noir là. Hein. Ça, c'est le choix de l'architecte qui a mis un carrelage noir. Alors, le jour qu'on lui dira la réglementation interdit ça, là, il faut quand même qu'il joue le jeu là. Là, il a fait un bon contraste entre le noir et le blanc, ça c'est sympathique. Mais, encore une fois, c'est peu recommandable. Je reviens sur la toiture de l'hôtel de ville, ici. Hein. Ça, c'est les bitumes d'étanchéité, tout noir. Encore une fois, qui augmente la chaleur au niveau de l'hôtel de ville qui
impose une privatisation et qui n'est pas la solution. Là aussi, c'est les questions de mitoyenneté, le mur voisin. Alors, celui qui a construit son immeuble dit, écoutez, je vais mettre un peu de bitume sur le pignon parce que le voisin risque de monter, je risque d'avoir un joint ou je risque d'avoir de l'eau d'infiltration. Alors, mais il va attendre 10 ans quand même avant que le voisin fasse son immeuble. Et donc, son mur là, totalement noir. Maintenant, à Dakar, il y a des bâtiments qui sont entièrement noirs parce qu'ils sont mitoyens sur les 4 murs. Au bout du compte, mais écoutez, je me pose la question de savoir quelle est la couleur de ce bâtiment. Un peu de blanc, mais tout le reste, c'est du noir. Donc, vous voyez bien que les questions d'urbanisme ont de l'influence sur la qualité du bâtiment. Bon, ici, c'est un bâtiment, disons, des bâtiments types, même plan, mais l'architecte, sur le plan esthétique, a voulu rompre un peu la monotonie, disons, du bâtiment. Une belle couleur claire, c'est clair, ça réfléchit la lumière, mais là, pour une question d'esthétique, il change la couleur juste pour mettre du marron. Donc, c'est pour dire que de temps en temps, l'esthétique s'impose à l'architecture, donc souvent, il faut l'admettre. Alors, maintenant, dans les mauvaises pratiques, vous avez des tôles, tu vois, c'est généralisé dans les pays urbains en Afrique. Les maisons d'habitat régulier utilisent la tôle. Et comme vous le savez, il fait très très chaud, et donc ça impose un peu d'utiliser, non pas la clim parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils ont tous des ventilateurs, des brasses d'air. Partout, c'est généralisé. Les brasses d'air sont à la portée de tout le monde, et malheureusement, ça compte l'énergie. Bon, il y a des solutions qui commencent à venir, c'est d'avoir une mousse qui est polyuréthane, qui est projetée entre deux plaques pour servir d'isolant. Donc, ça veut dire que les gens sont conscients qu'effectivement, cette tôle-là n'est pas adaptée et qu'il faut un isolant. Et c'est là où le projet qui nous intéresse au niveau du Sénégal, qu'on appelle TIFA, cette plante invasive, on est en train de valoriser en panneaux pour en faire des isolants thermiques. Et donc ça, c'est des projets sur lesquels nous travaillons. Soit on mélange ces matériaux TIFA avec le ciment, ou bien on le mélange avec la terre. Donc nous sommes en phase d'expérimentation et je pense que ça pourra donner un résultat. Bon, là, c'est la valorisation des matériaux locaux, la terre stabilisée, la latérite, les PTC, béton de terre comprimé, etc. Donc ça fait son chemin, mais ça ne s'est pas encore généralisé, mais la dynamique est lancée. Alors en conclusion, les recommandations, maintenant, c'est les pistes de recherche et d'expérimentation. Alors, puisque le bâtiment, on s'était mis d'accord que bâtiment, il y a de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, mais quelles sont les recommandations qu'on peut faire en matière d'urbanisme? Alors, dans la morphologie des villes, la ville compacte à l'européenne ou la ville diffuse à l'américaine, mais l'analyse que nous avons faite de la ville africaine traditionnelle, elle est modulaire. Mais alors, cette modularité, on peut quand même arriver à y intégrer des notions de mixité fonctionnelle, d'une certaine centralité, etc., pour coupler l'espace public et l'espace privé. Si vous regardez nos villes africaines, malheureusement, l'époque coloniale, on n'a pas créé beaucoup de places publiques. Raison pour laquelle, surtout à Dakar, les marchands ambulants occupent la rue et le trottoir, parce qu'en définitive, à Dakar, il n'y a qu'une seule place publique qu'on appelle place de l'indépendance de l'Obélisque, 2 places, toute une ville. Chaque fois qu'on fait un lotissement, on prévoit de l'espace, etc. Mais après, on fait le morcellement pour en faire des logements. Ou bien on met une mosquée à la place, qui fait que donc, il n'y a plus rien de public, tout est devenu occupé par l'informel, etc. Donc, je pense qu'il faut restaurer l'espace public. Restaurer aussi la cour. Vous voyez bien, on a ces 2 espaces de socialisation qu'on a totalement supprimés et on a laissé que les rues. Donc, il faut restaurer l'espace public, restaurer la cour, qui est des espaces d'abord de socialisation, mais des espaces de respiration physique de la cité. Donc, c'est indispensable sur le plan urbanistique de commencer à repenser la cour dans l'espace privé et l'espace public pour tout le monde. Et je n'ai pas vu d'espace public à Lomé, peut-être qu'on va vous montrer ça, mais l'espace public où il y a tout le monde, etc., souvent, c'est rare. Et pourtant, c'est des espaces de respiration. Bon, je crois qu'il y a un collègue ici qui doit faire un travail sur les forêts urbaines, je ne sais pas, un Togolais, des choses comme ça. Peut-être que c'est une voie pour valoriser ça. Alors, sur le plan de l'architecture, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a des usages des bâtiments. Les usages, c'est bâtiments, usage de commerce, usage de bureaux,
usage d'enseignement, de santé, d'hôtellerie, etc. L'idée ici, c'est est-ce qu'on peut coupler systématiquement bureau et commerce, ou coupler santé et enseignement, habitation et hôtellerie, parce que c'est des familiarités en matière d'espace. Les coupler ne vont pas dire qu'il faut les mélanger. La question, c'est de savoir, puisqu'ils répondent plus ou moins les mêmes principes, plus ou moins, pas totalement, mais est-ce qu'on peut commencer à limiter la diversité de ces usages pour maîtriser une forme de normalisation? Parce que la normalisation aussi, c'est la standardisation. Là aussi, si nous voulons avoir une dynamique industrielle, il faut quand même standardiser à un moment donné. Donc là aussi, il nous faut avoir cette standardisation pour pouvoir quand même avoir des convergences d'usage pour en maîtriser les concepts, l'utilisation, les coûts, etc. En matière de construction aussi, tous les éléments doivent être revus, parce que quand on dit construire, il y a la matière première d'abord, c'est quoi? C'est de la pierre, c'est du végétal, c'est du métal, etc. Il faut d'abord maîtriser ça. Maîtriser aussi les produits qui sortent de ça. De ces produits qu'on peut assembler à un certain niveau pour avoir des composants. Ces composants assemblés de certaine manière donnent des éléments, disons, du bâtiment, etc. Alors les éléments, c'est la toiture, les éléments, c'est les murs, et les éléments, c'est le plancher, le sol, etc. Donc vous voyez qu'il y a, grosso modo, on prend 3 éléments. Mais ces 3 éléments, il faut tout de même qu'on puisse dire qu'est-ce qu'on doit faire. Tout à l'heure, j'ai parlé pour les toitures, de faire des doubles toitures. Est-ce qu'on peut systématiser les doubles toitures? Quel matériau, quelle technique? Et bien que là, nous sommes dans la dynamique d'expérimentation. Ce qui serait formidable, c'est que des projets individuels que vous avez puissent se positionner par hasard sur certaines problématiques. Là, on peut quand même pousser. Parce que ça, l'intérêt, c'est quelle innovation peut-on faire? Est-ce que les questions évoquées ici peuvent vous sembler intéressantes par rapport au projet? Ça, juste une hypothèse. Ce que nous souhaitons aussi, c'est de rencontrer, ce qu'on vous dit, rencontre aussi vos préoccupations. En fait, c'est ça l'intérêt. Si ça ne le rencontrait pas, vous êtes censé dire, écoute, ce que vous avez dit ne vous intéresse pas, nous on veut ça. Là aussi, c'est fait partie de nos échanges aussi. Les façades de double performance, là aussi, les façades, il y a des gens qui parlent de ventiler les façades, etc. Là aussi, que peut-on nous faire sur les façades? Est-ce que les façades peuvent être capées solaires ou pas? Double pot, ça, c'est des questions d'innovation sur lesquelles on peut discuter. Le sol, qu'est-ce qu'on peut faire sur le sol? On fait des sous-sols, etc., des sous-bassements. Là aussi, il y a des questions à creuser. Donc, tout ceci, vraiment, c'est des pistes de réflexion et en espérant que ça puisse rencontrer vos préoccupations. Maintenant, dans les détails, si on décompose maintenant la toiture, la question, c'est de savoir quel modèle de toiture on peut avoir. Parce qu'il y a plusieurs façons de couvrir un bâtiment. Vous avez le toit du bâtiment colonial, totalement différent des toits modernes, plates, avec double pente, etc. Que peut-on nous faire? Est-ce que le toit peut servir d'éclairage naturellement, etc. Donc il y a plusieurs options à faire au niveau du toit. Vous verrez bien dans vos projets, est-ce que vous avez des idées sur quel modèle de toiture? C'est déjà un projet ça. Quel modèle de claustra? Ça veut dire que les dispositifs qui permettent de ventiler naturellement. Là aussi, il y a des pistes sur lesquelles on peut réfléchir. Est-ce que vous avez dans vos projets des éléments de ventilation? Je sais qu'il y a qui parlent de ventiler les façades, etc. Alors, il faudrait voir dans la typologie des claustras que j'ai dans vos pays, est-ce qu'il est possible de valoriser ce claustra? Les modèles de châssis, etc., porte-fenêtres. Là, on a parlé des NACO. Les NACO ne sont pas adaptés pour les locaux climatisés, mais les NACO aussi sont adaptés pour les locaux qu'il faut ventiler à permanence. Donc, y a-t-il des propositions d'innovation sur les portes et les fenêtres? Par exemple, vous voulez avoir un courant d'air, mais est-ce qu'on peut réguler le courant d'air? Parce que quand c'est trop violent, d'abord les portes, ça claque, ça fait tout seul. Soit vous avez le maxi ou vous n'avez rien, mais entre le maxi ou rien, il y a quand même une régulation. Est-ce qu'on peut réfléchir sur les portes qui permettent de réguler les courants d'air? Parce que de temps en temps, on a bien envie que l'air puisse circuler dans toute la maison. Évidemment, si ça rentre par la fenêtre, mais forcément, il doit passer à travers une porte. Mais quelle porte? Comment? Il ne faut pas négliger le problème. Si quelqu'un dans la maison ferme sa porte, vous n'avez plus le courant d'air.
Donc, il faut réfléchir de quelle façon, à partir de l'extérieur, l'air peut circuler et sortir pour ventiler la maison. Ça, on ne peut pas faire l'économie de ne pas y réfléchir. Donc, des innovations au niveau des portes, des innovations au niveau des fenêtres. Maintenant, c'est le mur. Quel mur pouvons-nous construire? Avec quel matériau et avec quelle forme? Et quel brique qui permet de faire quoi? Ça, c'est des questionnements aussi. Il ne faut pas le négliger. Enfin, le sol, le pavage, carrelage, etc. Quel carreau, quel pavé, etc. pour paver la maison, le trottoir, le jardin, etc. Vous voyez bien qu'on a pas mal de pistes de réflexion et d'expérimentation, donc sur lesquelles je vous invite à réfléchir parce que, bon, on n'a que 2 sessions, mais on peut quand même pister quelques réflexions d'innovation pour arriver à faire évoluer les choses. Bon, c'est vrai que je vous le recommande, mais moi-même j'ai commencé comme à faire ça. J'ai mis au point le parquet ondulé qui permet de faire pas mal de formes, ça c'est une innovation que j'ai faite. J'ai mis au point des claustrats qui permettent de ventiler, appliquer au niveau des fenêtres. Au Sénégal, on dit si vous faites des recommandations, il faut justifier d'abord que vous en faites. C'est la même façon de démontrer que vous êtes assez crédible parce que si vous faites ceci et que vous-même vous ne le faites pas, on vous dit bon, causez toujours, quand on aura le temps, on le fera. Mais là, j'ai tenté de faire quand même quelque chose. Là aussi, j'ai mis au point des claustrats qui permettent de ventiler, etc., en terre cuite, en ciment, en bois, etc., etc. Donc moi aussi, j'ai fait quand même mes essais et je suis en train d'essayer de les améliorer. Là aussi, c'est la fenêtre, comme je disais, au maximum, on brise les rayonnements solaires. On peut même mettre un panneau solaire ici. Tout ce qui est chaleur est brisé, mais tout ce qui est la lumière diffuse passe par le bas et on met l'éclairage par le bas. Donc là aussi, c'est des essais que nous avons tenté de faire. On le fait en alu, vitré, etc. L'entretien, la forme. Là aussi, on peut l'appliquer pour faire des kiosques. Les kiosques après qu'on voit dans les rues. Et pour en faire un mobilier urbain, etc. Donc, l'idée aussi, c'est une technologie qui est capable un peu de se balader dans différents usages. Et c'est ça un enjeu aussi pour industrialiser, parce que l'industrialisation aussi, c'est l'économie d'échelle, la série, baisse des coûts et l'emploi. Il ne faut pas oublier que toutes les solutions que nous avons envisagées, derrière aussi, il y a de l'emploi. Parce qu'en baissant les coûts, vous augmentez la demande, et si la demande augmente, c'est parce que les gens travaillent. Donc là aussi, il ne faut pas qu'on oublie toutes les problématiques économiques, parce que toutes les solutions là dont on parle, ils ont un coût. Et si le coût ne passe pas, malheureusement, ça ne se fera pas. Bon, quelques réalisations d'un centre commercial, ici d'un projet de technopole avec des industries agroalimentaires. Ici, c'est un musée, écomusée pour les éléments de la mer. Et là, c'est un parc scientifique que j'ai essayé de faire. Et c'est la bibliographie. Et là, nous sommes dans les normes. Hein. En attendant que la réglementation puisse être mise en place, dans le cadre de l'étude que j'ai faite pour la francophonie, étude Nectar, on a identifié presque une quarantaine de normes. Des normes pour la conception des bâtiments, des normes pour les matériaux, pour les fenêtres, des normes pour les émissions à gaz à effet de serre, l'évaluation, et des normes aussi pour le calcul économique des cycles de vie. Donc il y a presque une quarantaine de normes ici. Je vous recommande de bien les regarder. Vous verrez bien que ça peut vous servir pour vraiment concevoir vos projets, avoir une bonne compréhension du comportement des matériaux, des fenêtres, de l'impact environnemental de vos projets, etc. Donc ça peut vous servir vraiment pour évaluer vos projets, etc. Grosso modo, voilà ce que je tenais à vous dire et je vous remercie de votre attention. Merci.